Si je te parle aujourd'hui, par exemple, de dropshipping, ou je te parle d'e-commerce, eh bien, si on parle du numéro un français, en tout cas dans l'opinion et dans la tête du grand public, on va penser à Yumi Denzel. Pourtant, Yumi Denzel, en tout cas ceux qui sont dans le e-commerce le savent, n'est peut-être pas la vraie référence de e-commerce. Il y a des personnes qui sont bien plus fortes que lui, qui ont bien plus de compétences et qui font peut-être même plus d'argent que lui, mais qui sont pas forcément sur les réseaux ou même qui n'ont juste pas justement cette force de frappe que Yumi Denzel a réussi à mettre en place. La différence qu'il va y avoir entre Yumi Denzel et un autre expert en e-commerce, c'est son personal branding, mais surtout le monopole de perception qu'il a réussi à mettre en place. Ce qu'il faut comprendre, et ça on va le décortiquer dans cette vidéo, c'est que le marché ne récompense pas le meilleur, le marché récompense la perception du meilleur. Donc, il y a un travail finalement à faire, au-delà de simplement les compétences que tu vas avoir, il y a un travail à faire au niveau de la perception de compétences. Et c'est là la vraie différence qu'il va y avoir, par exemple, avec Yumi Denzel et avec peut-être une autre personne qui est très calée en e-commerce, mais qui ne va pas avoir ne serait-ce que la moitié des résultats ou même des opportunités qui vont être justement ouvertes pour Yumi Denzel. Écoute, comme je l'expliquais tout à l'heure, le marché ne juge que ce qu'il arrive à percevoir. Donc, il y a une vraie différence aujourd'hui que tu dois réussir véritablement à faire entre précisément la compétence que tu as aujourd'hui et la perception que tu auras de cette compétence. La compétence que tu as aujourd'hui, c'est ta réalité. C'est les années d'expérience, les résultats que tu as réussi à créer, l'expertise que tu as réussi à constituer en fait après des années. Et la perception, c'est véritablement la visibilité et ce que le marché, on va dire, ce que le public va avoir comme perception, comme impression de toi. Et c'est ce qui va être aussi relatif à tes revenus. C'est directement corrélé, ta perception est relayée et ta perception est directement corrélée avec justement tes revenus. Contrairement à ce que tu penses peut-être, c'est que tes revenus et les clients que tu vas avoir ne sont pas corrélés directement avec tes compétences ni même ton expertise, mais va être plutôt relayé et connecté à la perception d'expertise que tu vas avoir. Donc si eux, ils cartonnent et ils percent et ils ont beaucoup de clients pendant que toi tu stagnes, ce n'est pas parce que eux ils sont meilleurs, c'est parce qu'ils ont construit un monopole de perception et ce, même si leur compétence est moyenne. Et plus on va avancer dans le temps, plus on va avancer justement vers ces années en fait qui sont en train d'arriver vers nous, 2026-2027, et bien plus effectivement le packaging de perception sera extrêmement important. Alors attention, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ce n'est pas de tout miser all-in sur votre perception et ne pas travailler vos skills. Non, du tout. Ce que je vous dis simplement, c'est que vous ne pouvez plus aujourd'hui vous contenter simplement de vous arrêter sur vos acquis en vous disant je suis fort, je suis le meilleur, tout le monde va voir que je suis le meilleur. Il y a une perception à créer, il y a toute une ingénierie perceptible à mettre en place et ça on va le voir ensemble dans cette vidéo. Alors il y a peut-être ce truc que vous avez peut-être en vous, cette pensée qui vous dit que tu as déjà eu forcément cette pensée où tu regardes en fait autour de toi et tu as l'impression effectivement que tu es le meilleur et tu comprends pas pourquoi en fait tout le monde autour de toi, en tout cas une bonne partie des gens qui vont communiquer sur Instagram, qui vont peut-être faire des vidéos sur YouTube, eh bien en fait, ils vont percer beaucoup plus que toi. Aujourd'hui, je vais te montrer précisément pourquoi les gens objectivement moins bons que toi dominent le secteur, là où toi en fait finalement tu pourrais littéralement prendre leur place et les écraser de par justement tes compétences et ton expertise. Le marché ne récompense pas, la vérité en fait qui est, on va dire, inconfortable, comme je l'ai dit, c'est que le marché ne récompense pas, la compétence. Il récompense la perception de compétence. Cette réalité, elle fait mal, c'est vrai, mais elle explique tout. Pendant que tu perfectionnes en fait tes compétences, que tu perfectionnes ton site web, que tu perfectionnes ta page Instagram, dans l'ombre, il y a ceux qui perfectionnent leur perception. Et en fait, c'est véritablement là que tout vient se jouer. Qu'est-ce qu'on entend par perception? Ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de perception, c'est vraiment cette idée que un expert aujourd'hui va être reconnu par son habit. Paradoxalement, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais finalement, on reconnaît un moine par son habit. C'est exactement la même chose. On reconnaît un docteur de par justement sa blouse et ses accessoires. Eh bien, ce n'est pas pour autant que parce qu'il a la blouse et qu'il a les accessoires que ça fait de lui un docteur compétent, mais on le reconnaît justement par ses attributs. Et ces attributs sont justement des éléments qui nous permettent, nous, éventuellement patients, d'avoir confiance ou pas en lui. Aujourd'hui, si un médecin vient vers vous et il est juste en sandales, basket
et en débardeur, et il vous dit oui, je suis capable de vous opérer, et il vous montre ses diplômes, vous serez un peu sceptique. Vous serez un peu sceptique, même si effectivement on vous dit voilà, il a ses diplômes. En revanche, celui qui viendra peut-être à côté et qui aura tout l'arsenal du bon médecin, et peut-être qu'il viendra même pas montrer ses diplômes, vous aurez peut-être plus confiance en lui que celui qui va vous dire j'ai les diplômes mais qu'il arrive et il est en sandales. D'accord? C'est un peu ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de perception. Et là, on se dit, bon, bah, c'est normal, c'est un métier classique. C'est pareil pour l'avocat qui va avoir sa tenue, c'est pareil pour le médecin, c'est pareil pour le politicien, etc., etc. Mais ça s'applique également dans votre domaine d'activité. Et c'est là, en fait, que vous devez prendre le temps de vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait partie de la perception de réussite dans mon domaine d'activité? Qu'est-ce qui permettra d'avoir une cohérence sur la perception que j'ai entre ce que moi je dis ou ce que je prétends être dans mes compétences et ce que je retranscris dans ma façon finalement de communiquer. Vous savez, cette idée de qu'on dit souvent, c'est le cordonnier un peu mal chaussé. Donc c'est l'idée que tu es cordonnier mais tes chaussures sont pas forcément je dirais les plus high-tech ou les plus propres. Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus cette idée. Si tu es cordonnier, il faut que tes chaussures soient les plus clean que possible. Parce que c'est justement parce qu'on va observer tes chaussures qu'on va pouvoir avoir un miroir de ce que tu es capable de faire et de tes compétences. Aujourd'hui, c'est plus que jamais extrêmement important de soigner autant, si ce n'est pas plus, la forme que le fond. Parce qu'on comprend qu'on est dans une ère, dans une génération qui est basée énormément sur la perception et la façon dont les gens vont littéralement percevoir ce que vous faites, ce que vous vendez et ce que vous créez. Et si les réseaux sociaux aujourd'hui sont le canal d'acquisition que vous voulez utiliser pour pouvoir développer vos compétences, eh bien la perception, c'est l'un des éléments les plus importants que vous devez mettre en place. Et j'ai envie de vous dire tout de suite. Et c'est ce qui va drastiquement changer vos revenus et qui fera peut-être qu'aujourd'hui vous facturez peut-être 50 euros de l'heure et vous allez passer peut-être à 200, 300, 400 euros de l'heure. Et croyez-moi, aujourd'hui, il existe des personnes qui facturent 1500, 2000 euros, juste 10 000 euros pour un appel de 30 minutes. Et ce n'est pas parce qu'ils ont plus de compétences que vous. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus d'expérience nécessairement de vous. C'est parce qu'ils ont réussi à créer une perception tellement forte qu'on a l'impression que c'est eux les tops, c'est eux les numéros un. Et peut-être qu'ils n'ont pas les compétences pour être les numéros un. Peut-être qu'il y a des gens qui sont bien plus forts qu'eux. Mais c'est parce qu'ils ont réussi à se hisser au top avec une perception associée qu'ils sont capables justement de venir tarifier à des tarifs qui vont être, j'ai envie de dire, ridicules. Des tarifs vraiment de bandits par rapport à ce que vous allez facturer. Donc, sortez de cette dynamique d'ouvrier et commencez à réfléchir comme un monopoliste. Commencez à réfléchir comme quelqu'un qui crée un vrai monopole de perception et qui vient pour conquérir le marché et pas simplement pour ramasser les miettes. L'imposteur classique versus l'imposteur inversé. Au début de la vidéo, je vous parlais justement de ce syndrome. Vous connaissez basiquement, je pense, le syndrome classique, c'est je suis pas légitime, j'ai pas de chance, je vais être démasqué. Bref, vous savez, cette sensation qu'on a, ça arrive souvent, on a ce truc lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, de se dire qu'on n'est pas legit, qu'on n'est pas assez bon pour pouvoir vendre. Ça, c'est le premier point. Mais quand on commence à avoir des skills, quand on commence à avoir des clients, quand on commence à effectivement prendre de la confiance et justement écraser ce syndrome de l'imposteur, eh bien on vient en fait souvent à faire face au syndrome inversé de l'imposteur. Alors le syndrome inversé, c'est quoi concrètement? C'est l'idée que tu vas te dire je suis légitime, je sais que je suis légitime parce que j'ai des résultats, je travaille avec des clients, je vois que je suis capable de pouvoir apporter des résultats, je le vois dans la vie de mes clients, mais bizarrement les gens ne le voient pas aussi bien que je le vois. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Cette idée de mais ce mec c'est nul ce qu'il dit. Et les clients sont en train d'être fans de lui. Pourquoi les clients sont fans de lui alors que ce que je fais c'est bien mieux que lui? Ce sentiment en fait d'injustice de je suis sûr que je peux aller plus loin, je suis sûr que je peux faire plus, je suis sûr que je peux facturer beaucoup plus et pourtant mes clients ne me respectent pas comme ils respecteraient ce gourou sur YouTube. Mais ce gourou sur YouTube a créé une perception de lui qui est bien plus élevée que la tienne. Et cette perception, elle n'est pas orientée sur ses compétences, mais bien sur sa perception. Tu t'es probablement reconnu dans l'une de ces caractéristiques et tu as peut-être effectivement ce syndrome inversé que tu ressens en toi où je te dis, il y a une certaine injustice. Tu as l'impression en fait d'avoir cette rage silencieuse en toi où je te dis, je comprends pas pourquoi ils sont tous aussi nuls et moi je suis aussi fort. Alors peut-être que j'exagère lorsque je dis qu'ils sont tous aussi nuls, mais c'est peut-être cette dynamique où tu vas ressentir l'idée, le sentiment que tu peux faire mieux, que tu peux aller plus loin et peut-être que tu mérites plus.
Et ce sentiment de frustration, en fait, il te bouffe de l'intérieur. Tu as vraiment ce sentiment, en fait, de te dire que tu peux aller plus loin. Tu peux véritablement aller plus loin. Et souvent, en fait, ce que j'ai remarqué avec les clients que j'accompagne, c'est qu'en fait, ils font premièrement cette erreur. C'est qu'ils se disent que c'est pas grave. En fait, ils commencent à créer une sorte de rage sur le marché en disant voilà, ce qu'il fait c'est nul, ce qu'il fait c'est pas bien. Et ils se disent en fait, moi c'est pas grave, je vais être encore meilleur. Donc ils commencent à travailler leur site web pour que leur site web soit encore mieux. Ils commencent à se dire qu'ils vont créer une application. Ils commencent à se dire ils veulent faire toujours plus, ils veulent faire toujours plus, justement pour être encore meilleur. Sauf que le problème n'est pas là. Le problème, il est au niveau de 7 piliers sur lesquels ils doivent véritablement travailler et on va voir ensemble ces 7 piliers. Je vais vous révéler ça dans cette vidéo. Voilà ici, après réflexion et après, j'ai envie de vous dire, analyse complète. Voici pour moi les 7 leviers du monopole de perception que vous devez maîtriser afin de ne plus être l'ouvrier de service de votre niche, mais surtout être j'ai envie de vous dire, le, la référence. Tout le monde a envie d'être la référence dans notre marché. Tout le monde a envie d'être celui auquel on pense lorsqu'on pense à justement une solution. Si vous êtes coach, vous êtes consultant, que vous avez un business en fait de service où vous apportez des solutions, que ce soit en B2B ou en B2C, vous voulez justement, et ça c'est le rêve de tout le monde, de se dire je suis le number one, d'accord? Et souvent on a l'impression qu'en étant le number one, ça va être le plus fort, ça va être le meilleur. Non. Le number one, c'est celui qui est perçu comme étant le meilleur, pas celui qui est meilleur. Et celui qui est perçu comme étant le meilleur, il a justement ces 7 piliers, ces 7 leviers, il les a en possession constamment. Et on va les étudier ensemble, ces 7 leviers. Levier numéro 1, c'est la lisibilité. Un bon monopoliste, il comprend les personnes qui justement sont mis face au contenu, mis face à la situation ou au service finalement du monopoliste. Ils comprennent directement en 5 secondes ce que le monopoliste propose. Ça, c'est un point non négligeable. J'ai envie de vous dire, c'est pour ça que je l'ai positionné en numéro 1. C'est le pilier numéro 1 et le plus important. C'est comprendre en 5 secondes on arrive sur votre Instagram, lorsqu'on arrive sur votre site web, lorsqu'on arrive dans votre magasin, on arrive dans votre boutique, on arrive peu importe là où vous proposez un service ou un produit, qu'on arrive à comprendre directement de quoi il s'agit, pour qui il s'agit et quel est véritablement le problème qui est résolu face justement à votre produit ou service. Ça, c'est le point numéro 1, c'est la lisibilité de votre offre ou de votre service, de votre produit. Point numéro 2, c'est la cohérence. Même message, même preuve, même posture, partout. Je vais voir beaucoup de personnes qui vont mettre à fond, par exemple, leur énergie sur LinkedIn, mais tout le reste, ce sera, j'ai envie de vous dire, le cafouillis. Si vous êtes, par exemple, dans l'esthétique, dans l'image, dans la mode, vous ne pouvez pas avoir, en fait, une perception sur vos réseaux sociaux qui est différente de votre réalité. Ce qui veut dire concrètement que si vous êtes, par exemple, conseiller en image, eh bien, vous savez à quel point il est extrêmement important d'avoir justement des réseaux sociaux qui reflètent justement cette expertise que vous avez. On n'est plus dans ce monde en fait où on dit où on se s'auto-convainc que c'est normal que le cordonnier soit mal chaussé. Non, absolument pas. Parce que le cordonnier mal chaussé, c'est souvent le cordonnier qui est ouvrier, pas le cordonnier qui est numéro 1 sur le marché. Et pas le cordonnier qui va demander 500 euros pour réparer une chaussure. Ça va être le cordonnier qui va souvent demander 2,50 €, 3 € pour une réparation, d'accord? Donc, faut choisir son camp. Est-ce qu'on est ouvrier ou est-ce qu'on est leader? Est-ce qu'on veut se positionner comme le premier? Et si on veut se positionner comme le premier, alors on met en place de la cohérence dans notre message, dans notre position, dans notre positionnement, dans notre communication et dans notre autorité. Troisième pilier, troisième levier extrêmement important, c'est la répétition. Je vois bien trop souvent de personnes changer de message, changer d'offre et changer en fait finalement de positionnement comme de chaussures. L'objectif lorsqu'on veut réussir à être en monopole, c'est de répéter le même message, répéter la même offre, répéter la même solution, répéter le même problème encore et encore jusqu'à ce qu'on puisse marteler notre audience cible et qu'elle comprenne qu'on est la référence pour ça. Si vous commencez à parler de développement personnel, puis vous commencez à parler de montage vidéo, puis après vous parlez de comment bien s'habiller, puis après vous commencez à parler de comment justement bien choisir ses lunettes, et puis après vous avez une petite passion pour la peinture et vous commencez à parler de peinture. Bref, on vous perd, d'accord? Si vous voulez mettre en place un monopole de perception, n'écoutez pas ce qu'on vous a dit par rapport à soit authentique. Parce que lorsqu'on te dit soit authentique, t'as l'impression qu'il faut tout prendre et qu'il faut tout mixer ensemble et que l'authenticité de ton personal branding sera créée à partir de justement ce méli-mélo de toi que tu auras créé. Lorsque tu deviens justement monopoliste, tu commences à choisir l'authenticité et surtout choisir quelle partie de toi tu veux qu'il soit visible
par ton audience. Et c'est là où j'appelle ça en fait de l'ingénierie de perception. C'est-à-dire qu'on décide précisément ce qu'on veut montrer à l'audience et comment on veut se présenter à notre audience. Et dans cette même dynamique de justement répéter le message, eh bien on va toujours packager justement notre message de la même, alors de façon différente, mais ce sera toujours le même message. On ne se diversifie pas pour se dire qu'on saute dans les trends. Notre message, c'est monopole de perception, personal branding. Eh bien toute notre communication sera orientée là-dessus. Et ça nous amène sur le point numéro 4 qui est le packaging. Alors leur expertise a une forme, un nom, une méthode et une étape claire. Si tu es coach en développement personnel, si tu es coach sportif, tu ne peux pas en fait arriver sur le marché des coachs sportifs avec la même méthode et la même façon de communiquer et la même façon de pouvoir proposer les choses que la plupart des gens. Parce que finalement, tu vas te retrouver dans une compétition avec des gens qui sont peut-être là depuis plus longtemps que toi, qui ont peut-être plus d'expérience que toi, ou peut-être même qui ont une meilleure perception justement que toi. Comment tu fais ça? Eh bien, tu arrêtes de faire comme tout le monde et tu commences à créer ta propre méthode. Tu commences à créer ta propre identité. Par exemple, moi aujourd'hui, cette méthode que j'ai créée, que j'ai inventée, qui s'appelle justement la méthode Spectre, c'est une méthode que j'ai mis en place et qui m'est propre. Aujourd'hui, personne ne peut venir et revendiquer justement cette méthode Spectre parce que je suis le seul au monde à posséder cette perception et à posséder cette expertise de par cette méthode que j'ai créée. J'ai pris plusieurs mois à la mettre en place et aujourd'hui, la méthode Spectre, elle m'appartient. Ce qui veut dire que lorsque vous allez penser monopole de perception, lorsque vous allez penser personal branding, lorsque vous allez penser justement créer sa propre catégorie, vous allez penser Spectre, vous allez penser Nathanaël Philbert. Et c'est la même chose pour tous les domaines dans lesquels vous voulez évoluer. Si vous voulez développer un projet dans le développement personnel, eh bien, il vous faut mettre en place une méthode. Il vous faut observer ce que le marché fait, ce que le marché a pour habitude de mettre en fait en croyance générale, d'observer ces croyances-là et de venir les casser selon votre expertise à vous. Et là, croyez-moi, vous allez commencer à créer votre propre aquarium. Et c'est ce que je répète à tous mes clients. Aujourd'hui, le but n'est pas de compétiter dans l'aquarium où il y a tout le monde, mais c'est de créer votre propre aquarium. Parce qu'évidemment, c'est une loi, c'est une loi psychologique. Si vous voulez être perçu comme unique sur un marché qui est déjà saturé, eh bien, créez un nouveau marché. Et là, vous serez forcément le premier sur ce marché-là. C'est une loi basique en psychologie. Donc, on l'applique effectivement justement dans le monopole de perception et on comprend qu'on doit justement devenir unique. Point numéro 5, c'est la preuve visible. C'est un point qui est souvent négligé lorsqu'on a effectivement ce syndrome de l'imposteur inversé. On a peur de montrer nos résultats. On a peur de demander en fait finalement des retours aux clients. On a peur de montrer nos retours aux clients. On a peur en fait de montrer les process, les avant-après. Ou peut-être on le fait, mais on va le faire timidement. Alors que c'est un des points importants justement dans le levier de monopole de perception, c'est de pouvoir en fait être capable de montrer les résultats chiffrés, de montrer les process, de montrer les avant-après, parce que ça fait partie essentiellement ça fait partie des éléments essentiels justement dans la construction de bons monopoles de perception. Le point numéro 6, c'est la distribution. C'est l'idée, où je suis pas totalement, j'ai envie de vous dire, apprendre avec des personnes. Je l'ai mis parce que c'est quelque chose que moi-même je mets en place, que j'ai personnellement incité mes clients à faire également, mais c'est pas quelque chose qui est indispensable. Parce que je suis pas partisan de l'idée de publier plus égale plus de résultats. C'est sûr que lorsque vous avez la possibilité, vous avez les systèmes et que vous avez la possibilité de par en fait les ressources dont vous disposez, il est bien, il est conseillé de poster tous les jours et de poster régulièrement. Maintenant, l'idée, et ce qui est vraiment pour moi extrêmement important, c'est de comprendre votre système de distribution avant d'aller chercher de la quantité. Pour moi, la qualité du contenu que vous allez créer, quand je parle de qualité, je parle pas, on s'entend, je parle pas de caméra, je parle pas de 4K, je parle pas du micro, je parle de ce que vous allez délivrer comme message. Le contenu, c'est littéralement pour moi le véhicule qu'on va utiliser. D'accord? Maintenant, ce que vous allez mettre dans le véhicule, c'est vraiment l'élément important. Et là où vous allez diriger le véhicule, c'est doublement pour moi important. Lorsque vous créez du contenu, vous devez être intentionnel sur ce contenu. Vous devez savoir précisément pour qui, pourquoi et comment ce contenu va venir atteindre votre audience cible. Ce que j'aime répéter, c'est que vous n'êtes pas des influenceurs, vous n'êtes pas des créateurs de contenu, vous êtes des businessmen. Des businessmen qui utilisent les réseaux sociaux comme levier de conversion. Et c'est d'ailleurs pour moi le levier de conversion le plus intéressant aujourd'hui et le plus rentable à l'heure actuelle, puisque vous avez littéralement la possibilité de toucher le monde entier sur des plateformes qui sont
nativement gratuite. Donc, il n'y a pas meilleur moyen pour moi aujourd'hui de pouvoir se faire connaître que par les réseaux sociaux. Donc, par extension, comprendre que les réseaux sociaux, c'est un jeu où vous pouvez effectivement vous positionner comme chef d'entreprise, businessman, ou vous pouvez vous positionner comme créateur de contenu. Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur de se positionner sur le marché des créateurs de contenu et obtiennent finalement les résultats chiffrés de créateurs de contenu. Donc, réfléchissez correctement à la façon dont vous allez mettre en place votre distribution pour à la fois correctement publier du contenu de qualité, mais pas qualité juste 4K, bonne qualité. Je parle de la façon dont vous allez ingénierer le packaging même du contenu pour pouvoir s'assurer qu'il puisse toucher correctement la bonne audience et la bonne cible que vous recherchez. Bien évidemment, il y a une analyse à faire au niveau de l'endroit où vous allez poster, où se trouve votre ICP, où se trouve votre client idéal, est-ce qu'il est sur Instagram, est-ce qu'il est sur YouTube, est-ce qu'il est sur LinkedIn. Bref, vous devez avoir cette analyse et savoir précisément où est-ce que vous mettez votre énergie. Beaucoup de clients me demandent, est-ce que, Nathanaël, je dois être sur toutes les plateformes? Je réponds toujours la même chose. Si vous n'avez pas les moyens de le faire, vous n'avez pas les systèmes de distribution adéquats, que vous n'avez peut-être pas encore les équipes pour, focussez-vous. Mettez toute votre énergie de façon laser là où se trouve votre ICP à 99%, à 90% du temps. Si votre ICP il se trouve principalement sur Insta, alors all in sur Instagram. D'accord? Si vous avez les moyens, vous avez les ressources et vous avez le temps de pouvoir faire du backup, si par exemple votre ICP il est peut-être à 20% sur LinkedIn, eh bien mettez 20% de ce temps-là sur LinkedIn seulement si vous avez la possibilité, le temps et les ressources pour pouvoir assurer une distribution de qualité sur ces supports-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui sur le réseau qui vous diront juste il faut être présent, il faut être présent, il faut être présent, il faut poster, il faut poster, il faut poster, mais si t'as pas de message, si t'as pas d'orientation, si t'as pas de distribution, ça ne sert à rien. Ces personnes même qui vous disent tout le temps poster, 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 ces personnes-là, elles ont de la distribution, elles ont un message clair, elles ont une offre claire, elles ont quelque chose à proposer et souvent ils vont vous dire voilà, tu vois mes résultats, regarde, moi je fais tant de vues, tu vois, je devrais faire pareil, je devrais poster plus, tu vas faire la même chose, tu vas t'épuiser, tu vas pas comprendre pourquoi, tu vas te dire mais c'est bizarre. Tu vas lui demander pourquoi, mais je dis poster 5 fois. Non, c'est pas suffisant. Il faut que tu postes 10 fois. T'as posté 10 fois? Je vais vérifier. Non, t'as pas posté 10 fois tous les jours. Faut poster 10 fois tous les jours. Et puis tu finis par te rendre compte en te disant, mais attends, tu me demandes de devenir un créateur de contenu, là. Tu me demandes de devenir influenceur. Moi, à quel moment je fais mon business, en fait? À quel moment je gère mes clients? Et ne serait-ce que l'idée de se dire que tu postes 10 fois par jour, à quel moment tu prends soin de tes clients? À quel moment tu as le temps de prendre le temps de ta famille, de manger, d'aller au sport? En fait, ça devient un full-time job, en fait, finalement. C'est là où je vous dis aux gens que ça ne sert à rien de publier massivement si vous avez justement un message bruyant. D'accord? Et quand je parle de message bruyant, c'est que si t'as rien à dire, dis rien plutôt. Si t'as rien à dire pour qu'on puisse se rappeler de toi, ça ne sert à rien. Il y a une différence entre être mémorable et être visible. Lorsque tu es visible, eh bien, on t'a vu. Ou tout simplement, t'es passé, on t'a vu. Lorsque t'es mémorable, t'es passé, mais on s'est rappelé de toi. Et on s'est pas rappelé de toi parce que tu as fait quelque chose de marrant, parce que tu as fait le guignol sur Internet, on s'est rappelé de toi. Parce que tu as dit quelque chose de pertinent, et que cette chose pertinente que tu as dite, elle s'est adressée à la bonne personne, sur la bonne plateforme, de la bonne façon, au bon moment. Et ça, tu ne peux pas, malheureusement, le répéter, en fait, constamment 10 fois par jour. Si tu n'as pas de système, si tu n'as pas d'équipe. Alors, il est préférable pour moi de commencer tranquillement avec peut-être un poste par jour, un poste tous les 2 jours, un poste tous les 3 jours. Mais t'assurer que chaque poste que tu crées va avoir un impact et va aussi travailler pour toi-même dans le futur. Un bon contenu qui fait 100 vues vaut beaucoup plus qu'un contenu moyen ou un contenu top of funnel qui rapporte 1 million d'abonnés, mais qui rapporte 1 million de vues, mais qui en soi ne convertit pas véritablement. Si tu as une bonne niche, si tu as un bon contenu qui est niché correctement et qui est constitué correctement, tu vas convertir beaucoup plus que ces personnes qui te disent de pouvoir poster tous les jours avec un rythme effréné qui moi-même quand je le vois ça me donne mal à la tête. Alors, le point numéro 7, c'est un narratif. Il incarne un personnage clair, mentor, guide, autorité. C'est ce qu'on appelle du storytelling, d'accord? C'est littéralement le fait de mettre en scène. Et c'est là où effectivement on vient un peu dans cette dynamique de scénarisation, donc on n'est plus dans ce concept en fait simplement de dire nos compétences, mais il y a un travail de scénarisation, un travail d'acting, un travail de positionnement à faire. Parce que si tu veux être le leader, il faut que tu te comportes comme un leader. Et un leader, c'est pas un suiveur. Un leader, c'est quelqu'un qui initie des idées et qui reste debout derrière ses idées, même si la majorité des gens ne suivent pas. Parce qu'il faut savoir que toutes les grandes idées ont été l'idée par des personnes qui étaient critiquées.
Et elles étaient critiquées. Et c'est parce qu'elles ont continué malgré la critique qu'elles ont finalement réussi à fédérer des gens qui ont continué à suivre et à suivre et à suivre. Et toutes les grandes révolutions du monde qu'on connaît aujourd'hui ont toutes été initiées par des avant-gardistes qui se sont fait critiquer et qui ont dû justement tenir cette critique. Si on pense à Apple, par exemple, tous les grands changements qui sont effectués, ils ont retiré, je sais pas si vous vous rappelez, lorsque ils ont décidé de retirer les fils au niveau des écouteurs, et bien tout le monde s'est dit waouh, mais c'est ridicule, mais c'est n'importe quoi, etc. Aujourd'hui, si tu achètes des écouteurs 300 balles alors que tu pouvais les acheter 30 euros avant. Simplement parce qu'on t'a vendu l'idée que c'était révolutionnaire effectivement de ne plus avoir les fils. Eh bien, c'est quelque chose qui a pris un peu de temps avant de justement se faire accepter, mais une fois que ça a été accepté, ça a été accepté, et surtout tout le monde a commencé à copier. C'est surtout ça. C'est que tout le monde aujourd'hui copie les AirPods, et tu vas trouver ça justement normal maintenant d'avoir des écouteurs sans fil. Mais ce concept d'écouteurs sans fil, de la même façon dont Apple l'a amené, ça a été positionné justement avec justement cette incarnation de personnage, donc d'Apple, justement, de par leur branding, comme étant les leaders. Et se positionner comme le premier, se positionner comme le numéro un, c'est accepter de jouer ce rôle narratif du leader, du guide, et de ce guide qui reste debout et qui avance même si on ne le suit pas. Ça te demande effectivement d'avoir du courage, ça te demande effectivement d'avoir de l'audace, mais si tu veux être le numéro un, il faut que tu aies justement cette audace. Je vais te décortiquer les 3 raisons principales que j'ai pu observer chez mes clients qui font justement qu'ils restent perpétuellement effectivement dans cette situation d'invisibilité. Situation qui arrive très souvent, c'est que tu es fort mais invisible. Tu dis trop de choses, tu changes de sujet, tu expliques au lieu de donner de nom, tu fais en sorte en fait finalement que personne ne sait véritablement pourquoi te recommander. C'est-à-dire que tu vas être bon, tu vas faire du contenu, tu vas donner des conseils. Imaginons que tu es un conseiller financier, tu vas parler de crypto, tu vas parler de TF, tu vas parler de ordre, tu vas parler d'argent, tu vas parler après de développement personnel, tu vas dire comment du coup tu arrives à travailler ton mindset, c'est quoi tes morning routines, et puis au final tu t'es pas rendu compte, mais tu vas te parler de tellement de sujets différents qu'au final on ne sait même plus véritablement ce que tu fais. Et puis ton audience elle va se dire quoi? Elle va se dire ah mais qu'est-ce qu'il fait déjà? Ouais, il fait plein de trucs, mais bon, ça se voit, il est bon dans ce qu'il fait, mais on sait pas vraiment ce qu'il fait. Ça, c'est quelque chose que tu dois éviter à tout prix. Arrête de parler de plein de choses. Tu te fais avoir parce que tu as l'impression que les leaders aujourd'hui qui sont grands et qui sont à un niveau euh, très éloigné de toi, eh bien, ils parlent de beaucoup de choses. Tu vas penser à Oussama Hamar. Oussama Hamar parle de plein de choses aujourd'hui. Tu vas regarder ses vidéos sur Instagram, il va te parler de littérature, il va te parler de philosophie, il va te parler de psychologie, il va te parler de voyage, il va te parler de plein de choses. Mais c'est parce que c'est Oussama Hamar. Et c'est parce qu'il est Oussama Hamar aujourd'hui qu'il peut se permettre de raconter toute sa vie, de te raconter qu'est-ce qu'il y a dans sa chambre. Aujourd'hui, si tu n'es pas connu, que tu n'es personne aux yeux de personne, eh bien, ce qu'il y a dans ta chambre, on s'en fout. Ce qu'il y a dans ta maison, on s'en fout. La façon dont tu vis, on s'en fout. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est précisément où est ton expertise, comment justement tu peux nous aider et à quel niveau justement tu es crédible pour nous aider. Et ça doit être juste ton seul focus. Je sais que c'est ennuyant, je sais que c'est chiant de devoir répéter tout le temps la même chose, mais c'est comme ça que tout le monde a fait et c'est comme ça que tout le monde continuera justement à faire pour se démarquer. C'est juste répéter la même chose. Dans un monde bruyant où tout le monde poste tous les jours et tout le monde parle de différents hacks, de différentes solutions, de workshops, de ci, de ça, tout le monde parle de plein de choses. Le seul moyen de te différencier, c'est de parler que d'une seule chose et de le répéter suffisamment longtemps pour que tout le monde se rappelle que tu es la référence et que tu es le mec qui parle de telle chose. Je vais parler aujourd'hui suffisamment longtemps de personal branding pour que tout le monde sache, au niveau du marché francophone, que je suis le leader sur le marché francophone du personal branding et je vais même aller plus loin puisque je suis en train de développer mon business aussi à New York, donc j'ai une ambition internationale. Mais ce n'est pas en changeant constamment de positionnement que je vais réussir finalement à implanter justement mon, mon monopole de perception sur le marché français. Donc c'est pareil pour vous. Choisissez un message clair et tenez-vous à ce message. Ne changez pas toutes les 5 minutes dès qu'il y a une nouvelle opportunité. Point qui arrive aussi souvent, c'est que tu es fort, mais tu n'as pas de preuves visibles. Ça veut dire qu'en fait, peut-être dans tes DM, tu as plein de messages, peut-être que dans tes WhatsApp, tu as plein de clients qui te disent je suis satisfait, mais que tu as peur de les montrer ou que simplement, tu ne trouves pas ça pertinent de montrer en fait tes résultats. Et pourtant, c'est ce qui va souvent bloquer justement tes leviers et t'empêcher justement d'atteindre le niveau que tu veux atteindre. Tes preuves existent dans ta tête, dans tes DM privés, mais tu ne les montres pas en fait à ton client cible. Ce qui fait qu'en fait finalement tu te mets à cacher tes résultats par pudeur ou peut-être même par peur du jugement comparatif parce que tu vas te dire peut-être que mes résultats sont nuls par rapport à la concurrence. Mais en fait au final ce qui fait que tu n'existes pas et que tu n'es pas visible parce que tu n'as pas créé justement cette autorité grâce
à tes retours clients et surtout aux résultats que tu vas pouvoir apporter à tes clients. Donc c'est extrêmement important que tu puisses être capable de pouvoir mettre l'ego de côté et te dire, OK, je vais partager ce que je fais parce que ça vaut le coup et surtout, je n'ai pas peur d'être comparé parce que je serai forcément comparé. Tu ne peux pas être le leader si tu ne te fais pas comparer. Un leader se fait automatiquement comparer. C'est d'ailleurs la base du leader. Le leader, c'est la référence de comparaison. Si on parle de quelqu'un de riche, on va penser à Elon Musk. Pourtant, Elon Musk, pardon, c'est pas le gars le plus riche du monde. Croyez-moi. Et ça aussi, c'est un bon exemple. Elon Musk a la perception du gars le plus riche du monde, mais ce n'est pas le gars le plus riche du monde. C'est parce qu'il travaille cette perception d'être le gars le plus riche du monde. Mais croyez-moi, il y a des gars en Afrique, il y a des gars en Arabie Saoudite qui sont bien plus riches qu'Elon Musk. Et ils ne sont pas justement à la recherche justement de créer un personal branding, un monopole de perception associé à l'homme le plus riche du monde. Donc vous voyez qu'il y a souvent une réalité entre être expert ou être quelque chose et avoir la perception de cette chose. Pendant longtemps, Usain Bolt était considéré comme l'homme le plus rapide du monde. Est-ce qu'il était vraiment le plus rapide du monde? Peut-être pas. Si vous allez peut-être au fin fond de l'Amazonie, vous avez peut-être un homme qui est extrêmement rapide. Peut-être même plus rapide qu'Usain Bolt. Peut-être même un mec qui roule, qui court 2 fois plus vite. Mais parce que Usain Bolt était positionné sur justement cette perception d'être l'homme le plus riche, d'être l'homme le plus rapide du monde, eh bien, tout le monde l'a considéré comme l'homme le plus rapide du monde. Est-ce que c'est pour autant la vérité? Pas forcément. Donc vous comprenez qu'il y a une vraie différence entre la perception qu'on va avoir de la réalité et la réalité en elle-même. Tu es peut-être fort, mais mal casté. Tu communiques comme un gars un bon gars en fait, compétent, au lieu de communiquer comme l'autorité qui tranche et qui sait. Ça, c'est vraiment un point que je vois beaucoup, beaucoup avec mes clients. C'est l'idée de se positionner comme le personnage secondaire plutôt que le personnage principal. Je m'explique. Quand tu es expert, et je sais à quel point c'est difficile justement de trancher lorsqu'on est expert, parce que plus tu te rends compte, plus tu augmentes ton expertise, plus tu augmentes tes connaissances, et plus tu te rends compte qu'en vérité tu ne sais rien. Puisque les seules personnes qui sont sûres de leur positionnement, ce sont souvent les personnes qui ne savent rien ou qui ne savent pas suffisamment. Plus tu t'en renseignes sur un sujet, plus tu te rends compte à quel point tu manques de compétences, que tu manques de savoir sur ce sujet, et tu commences à devenir un peu plus humble. Et c'est cette dimension d'humilité qui t'amène souvent à prendre un positionnement en fait de figurant au lieu de rôle principal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoute, aujourd'hui si tu es médecin, d'accord, tu sais à quel point il y a extrêmement beaucoup de paramètres à prendre en compte pour réussir une opération chirurgicale, d'accord? Et bien évidemment, si tu parles comme un médecin scientifique 100% pragmatique, eh bien tu vas peut-être donner des pourcentages de réussite à ton patient. D'accord, tu vas dire, voilà, il y a 65% de chance, etc., etc. Le patient, lui, il n'a pas envie d'entendre, en fait, la réalité. Le patient, lui, il a envie d'entendre que tu es expert, que tu sais ce que tu fais, que tu as déjà fait ça plusieurs fois, et que ça va bien se passer. Voilà ce qu'il veut entendre. Il veut pas entendre de, ah, peut-être que ça va foirer, la science dit que ça va fonctionner tant, mais il y a peut-être ça. Il veut pas entendre tout ça. Il veut juste entendre, ça va bien se passer, je vais bien m'occuper de vous, et je vais faire mon maximum. Voilà ce qu'il a envie d'entendre. Et ça, c'est se positionner comme le rôle du personnage principal, pas comme le secondaire. Parce que le secondaire, il va être du genre, tu sais, alors il faut que vous preniez en compte les paramètres suivants. Il y a ça, 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 ça. Donc oui, effectivement, ça peut fonctionner, mais il y a ça, ça, ça. Non. Le public, il veut pas en fait entendre les paramètres, il n'a pas envie de devoir lui-même prendre les décisions. S'il a un leader, c'est pour que le leader puisse l'idée. Et le leader ne dit pas on va là ou là, le leader dit on va là. Et même si le leader est conscient qu'il y a peut-être des chances que ça ne fonctionne pas, il est conscient qu'il y a peut-être des chances qu'il y ait des paramètres, il va se positionner comme la personne qui va faire justement cette position de personnage principal et de se positionner comme je tranche. Bien évidemment, en tranchant, il y a des gens qui vont être d'accord, il y a des gens qui vont pas être d'accord. Mais le fait d'avoir tranché lui permet justement de positionner une autorité. Et cette autorité-là, très peu de gens justement sont prêts à la prendre parce que ça demande effectivement de se faire détester. Parce que forcément, lorsque tu as ton cul entre deux chaises, eh bien finalement, t'es pas vraiment assis. Par contre, lorsque tu décides de t'asseoir sur une chaise et d'asseoir ton positionnement sur cette chaise, il y a des gens qui vont te détester pour cette position-là, il y a des gens qui vont t'adorer pour cette position-là, mais tu ne seras pas entre deux chaises. Et c'est ça un leader. Un leader, il prend des positions et il garde ces positions-là, peu importe la situation. Alors ça ne veut pas dire que si tu t'es trompé, tu ne te remets pas en question. Ça veut simplement dire que tu appuies suffisamment tes opinions pour ne pas vaciller dès lors qu'il y a quelqu'un ou qu'il y a un groupement qui n'est pas d'accord avec ce que tu dis.
Faut prendre ça vraiment en compte parce que pour moi, c'est un pilier, c'est des éléments, en fait, souvent que j'observe chez mes clients et qui sont peut-être chez vous aussi, des vraies problématiques. Alors, ce que j'observe aussi beaucoup dans la mentalité des personnes qui sont bloquées, justement, avec ce syndrome véritable de l'imposteur inversé, c'est ces phrases. Si je parle de moi, les gens vont penser que je me vante. Si je simplifie, en fait, ça trahit la complexité parce que voilà, c'est complexe en fait, c'est complexe. Le marketing c'est complexe, je peux pas donner une réponse aussi simple que ça. Donc voilà, il faut que je complexifie parce que c'est trop. Si je te le dis de façon simple, je vais omettre des éléments. Si je répète, je deviens cliché. Ça veut dire que si je commence à répéter un petit peu trop de fois la même chose, eh ben je vais saouler les gens en fait. Si je fais des vidéos où je dis tout le temps la même chose, les gens vont être saoulés par moi. Euh, si je montre mes résultats, les gens vont penser que je me la pète. Les gens vont penser justement que peut-être que c'est nul. Ils vont penser que c'est bien. Ils vont penser peut-être que c'est pas assez bien. Ils vont me comparer justement avec un tel qui a fait plus d'argent ou avec un tel qui a des meilleurs résultats ou peut-être qu'ils vont se dire que le client il est pas assez legit. Bref, tu vois ces trucs-là. C'est des trucs où tu protèges ton ego. T'es pas en train de protéger ton business. T'es en train de protéger juste ton ego parce que t'as peur. Donc il faut que tu en prennes conscience et que tu brises ces barrières limitantes et tu commences à passer à l'action. Parce que ces points que tu vois ici, c'est des points véritablement qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Donc, ce que je te demande aujourd'hui en regardant cette vidéo, c'est d'arrêter ça et de te concentrer uniquement sur faire grandir ton business et arrêter de protéger ton ego. Parce que pendant que tu te caches derrière des croyances limitantes, le marché, lui, il passe son chemin. L'humilité mal placée est une forme d'orgueil déguisé. Tu préfères avoir raison dans l'ombre plutôt que d'être utile en pleine lumière. Et ça, c'est un truc où je te demande de prendre le temps de réfléchir véritablement parce qu'aujourd'hui, si tu veux évoluer, si tu veux changer de positionnement et que tu en as marre de ta situation actuelle, tu dois briser ces barrières limitantes. Et tu dois les briser le plus rapidement que possible. Alors, on va faire un petit test rapide pour voir un peu si tu es effectivement ou pas en bonne voie justement pour ton monopole de perception. Si demain tu disparais, est-ce que effectivement on va te chercher activement? Je parle pas de tes amis, pas de ta famille, mais des clients potentiels qui voudront travailler avec toi. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se dire ah oui mais il y avait cette personne-là sur le marché, oui il est où parce que justement on a besoin de lui. Ça c'est un premier point. Tu peux cocher ou pas selon ce que tu penses. Est-ce qu'il y a des gens qui te recommandent spontanément sans que tu le demandes? Juste parce que voilà pour eux c'est l'évidence, c'est que il est bon, donc on recommande naturellement ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des gens qui te citent comme étant des références? Quand quelqu'un a besoin d'une expertise, quand quelqu'un a besoin d'un produit, d'un service, est-ce que tu as déjà entendu parler ou est-ce que tu as déjà entendu dire que voilà, on te cite comme étant une référence? Est-ce que peut-être qu'on t'a déjà pris comme exemple dans une école ou on t'a déjà peut-être pris en exemple dans une conférence? Est-ce que tu es positionné aujourd'hui comme étant une référence qu'on utilise justement euh, comme point en fait d'association? Et dernière question, pourquoi exactement on te prend comme une référence? Est-ce qu'ils peuvent en une seule phrase précisément expliquer ce que tu proposes et ce que tu fais juste en une seule phrase? Si les réponses que tu donnes sont floues ou ne sont pas forcément directes et claires, c'est que tu as un problème de perception, pas forcément de compétence. Le marché ne peut pas acheter ce qu'il ne comprend pas ou plutôt ce qu'il ne perçoit pas. Donc il faut que tu fasses ce choix de changer les choses dès aujourd'hui. Puisque si tu ne mets pas en place de changement, eh bien en fait il n'y aura pas de changement. C'est aussi simple que ça. Si tu fais toujours les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Écoute, avant qu'on termine la vidéo, on est presque sur la fin. J'ai envie de te parler de ce petit truc que j'ai observé et qui je trouve super intéressant. C'est la matrice de compétences versus de perception. Et là, j'aimerais que tu me dises, bon, tu me diras dans les commentaires ou peut-être que tu garderas ça pour toi. Où est-ce que tu te trouves? Gris, vert, orange, rouge, ça m'intéresse de savoir. Alors aujourd'hui, tu es peut-être fort et perçu comme fort. Donc là, c'est probablement dominant et peut-être que même que tu ne regardes même pas cette vidéo parce que tu te trouves pas justement concerné par cette situation parce que tu fais déjà tout bien. Puisque en tout cas, si tu es aujourd'hui fort et perçu comme étant fort, c'est probablement que tu as gagné
et qu'aujourd'hui on te paye pour ce que tu es et pas pour ce que tu fais. Si tu es dans le gris, c'est probablement parce que tu es fort et que tu es perçu comme faible. Généralement, c'est le génie invisible. C'est parce que tu es très compétent, mais tu ne sais pas comment mettre en avant tes compétences. Et du coup, tu existes dans l'ombre. Tu as des clients qui vont peut-être tomber sur toi par hasard, du bouche à oreille, mais en tout cas, aujourd'hui, par rapport à tes compétences et par rapport à ce qui est fait sur le marché, tu es largement en dessous et tu es largement sous-payé de par justement tes compétences. Donc tu es fort, mais tu es perçu comme faible. Tu es faible, mais perçu comme fort. Alors là, généralement, c'est le vendeur, c'est le marketeur. C'est celui justement qui a tout compris au niveau de la perception, mais qui n'a rien mis dans les compétences. Et ça, il y en a beaucoup, beaucoup sur Internet. Malheureusement, le orange est très, très présent lorsqu'on parle de marketing. Souvent, ils vont avoir justement une offre très alléchante, mais malheureusement, des livrables en fait qui vont pas être associés justement à l'image qu'ils vont percevoir, qu'ils vont réussir à renvoyer. Et tu as le rouge qui est faible mais perçu comme faible. Alors généralement, lui, il est hors jeu parce qu'il n'a pas de compétences, pas de visibilité et le marché l'ignore totalement. Donc là, lui, il a besoin de travailler son offre, travailler ses compétences, travailler son expertise, mais aussi travailler sa perception. Il a tout à revoir. Bref, voici cette petite matrice que je trouve intéressante. C'est pour moi un moyen aussi de pouvoir savoir où est-ce que tu te situes et quels sont les éléments sur lesquels tu dois travailler en fonction effectivement de la perception et des compétences que tu as réussi à mettre en place. Reste encore avec moi puisque à la fin de cette vidéo, je vais te donner en fait précisément le framework que tu dois mettre en place totalement gratuitement pour que tu puisses dès la fin de cette vidéo savoir ce que tu dois mettre en place pour justement quitter cette problématique de perception. Alors, les premiers éléments que je vais te donner avant qu'on puisse aller sur vraiment au niveau des 14 jours, pour moi, il te faut minimum 14 jours pour justement mettre tout ça en place. Bien évidemment, tu dois aller beaucoup plus loin que ça, mais il y a pour moi les 14 premiers jours qui sont super importants, je t'en parle juste après. Ça va être vraiment tes actions immédiates à faire dès maintenant, dès que tu quittes cette vidéo, si tu as compris quelque chose, si ça t'a appris quelque chose, quand tu quittes cette vidéo, voici les 14 choses, enfin les 14 jours à venir, voici ce que tu dois mettre en place. Mais avant ça, il faut comprendre effectivement le framework associé effectivement à ton monopole. Tout en haut de ta pyramide, en fait, il va falloir que tu réussisses à choisir et définir en fait un ennemi clair. L'ennemi clair, c'est quoi? C'est le vrai problème n'est pas X, c'est Y. Exemple, ce n'est pas ton anglais, c'est ta peur du ridicule. C'est réussir à trouver finalement un ennemi commun que les gens pourront finalement se reconnaître dedans. Tu sais, si tu vas être coach en anglais, eh bien le but n'est pas de t'orienter sur justement un ennemi commun global que tout le monde a. Donc c'est trouver ton propre ennemi commun. C'est pas l'anglais. Ton ennemi commun, ça va être la peur du ridicule. Donc l'orientation que tu vas créer, la communication que tu vas avoir sera basée sur la peur du ridicule. Et donc toutes les personnes qui vont connecter avec cette peur également vont vouloir travailler chez toi parce qu'ils auront cette sensation que vous avez le même ennemi commun. Deuxième chose, nommer une méthode. Arrête de parler de je vais t'aider à faire telle chose. Crée une méthode. Crée quelque chose qui va avoir un nom bien spécifique. Moi, c'est la méthode Spectre. Et avec la méthode Spectre, vous savez que vous avez tous les éléments pour pouvoir mettre en place un monopole de perception en 8 semaines. Et c'est ce que moi je garantis, c'est ce que je propose avec mon accompagnement, avec justement la méthode Spectre. Créer une méthode, créer justement quelque chose qui est propre à vous et que personne ne peut copier. C'est ce qui va permettre de vous différencier et de pouvoir vraiment en fait créer une perception de professionnel dans votre marché et surtout au niveau du service ou du produit que vous mettez en place. Créer une preuve répétable, une démo simple que tu peux refaire en boucle avant, après. Ça va être justement du génie. Si tu es par exemple dans une dynamique de transformation physique, eh bien trouve en fait une preuve répétable, une façon de pouvoir prouver qu'il y a en fait des résultats de façon créative, pas forcément les banals avant-après qu'on voit en fait que tout le monde fait, mais essaie peut-être de créer ta touche, ta création, ton style de contenu qui va être justement ta preuve en fait répétable. C'est ce qui va te permettre de pouvoir aussi générer de la preuve sociale comme on l'a vu en fait dans les 7 leviers. Avoir justement les preuves sociales, ça fait partie des leviers extrêmement importants. Dernier point de la pyramide, occuper un angle partout. Lorsque je parle d'occuper un angle, c'est-à-dire d'avoir une stratégie, et on le voyait dans les leviers, c'est d'avoir une stratégie au niveau de la distribution. Donc savoir précisément où se trouve notre ICP et comment on va venir justement dans cette distribution aller chercher finalement l'attention de notre ICP. Donc, par exemple, ça peut être TikTok, c'est l'attaque. TikTok, ça va être là où on va aller chercher finalement à créer comment on appelle ça, des triggers. C'est là où on va peut-être chercher à créer, j'ai envie de dire le buzz, mais c'est pas vraiment du buzz, c'est créer finalement en fait des désaccords.
Parce que comme on l'a vu, en fait, quand on est leader, on se positionne sur des points où tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais on est d'accord de dire qu'on est d'accord sur notre désaccord. Et là, en fait, tu vas effectivement driver du monde. Donc, tu peux décider de dire, voilà, TikTok, c'est là où on va attaquer. Instagram, ça va être là où on aura les preuves et les coulisses de notre travail. Et YouTube, ça va être là où on va distribuer de la valeur et donner finalement les éléments, en fait, de crédibilité. Et pas uniquement de crédibilité, mais aussi, euh, comme je suis en train de le faire actuellement, de pouvoir disséquer notre méthode et disséquer précisément notre façon de travailler. Et LinkedIn peut être par exemple utilisé spécifiquement pour la crédibilité. Donc voilà, réussir en fait à créer un angle et surtout un système de distribution qui est cohérent et qui vous permet de pouvoir faire all-in sur le levier de communication des réseaux sociaux. On n'oublie pas, on n'est pas des créateurs de contenu, on est des businessmen. Les moins bons donnent les opinions, les dominants font des démonstrations. Tu dois devenir une preuve vivante de ta thèse, pas juste en fait quelqu'un qui en parle. Et ça, c'est ça la vraie différence. Tu dois devenir quelqu'un qui incarne pleinement sa méthode et pas quelqu'un juste qui parle de sa méthode. Parce que les moins bons, c'est ce qu'ils font. Et les dominants, les monopolistes, ils incarnent pleinement leur message, peu importe là où tu les rencontreras sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, parce qu'ils incarnent pleinement leur message. Alors, sur cette vidéo, tu as trouvé ça euh, valorisant, que tu as appris des choses. Je t'invite à me laisser un petit commentaire, à t'abonner à la page. Ça me fera extrêmement plaisir pour pouvoir continuer à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir aussi est-ce que vous appréciez ce format-là, c'est un tout nouveau format. Et si vous me dites dans les commentaires que vous kiffez, je vais continuer à en faire un peu plus pour justement vous apporter un maximum de valeur. Parce que j'ai l'impression que sur le marché justement français, il y a un peu tout et n'importe quoi qui se dit, un peu tout et n'importe quoi qui se fait. Et j'ai cette envie de remettre un peu d'ordre. Et quand je parle de remettre de l'ordre, c'est pas comme si j'étais Batman, mais simplement quand je vois des créateurs, des businessmen même, c'est même pas des créateurs, je vois des businessmen influencer d'autres entrepreneurs en devenir à vendre en fait littéralement leur temps pour créer du contenu et les faire culpabiliser parce qu'ils n'ont pas de résultats, parce qu'ils ne créent pas assez. Je me dis non, il faut que quelqu'un intervienne, il faut que quelqu'un stoppe ça parce que ça ne va pas avoir un effet uniquement négatif sur eux, mais ça va avoir un effet négatif sur leurs clients, sur leur business et sur leurs revenus. Parce qu'ils ne vont pas se rendre compte à quel point, en fait, juste passer du temps à faire du contenu sans avoir de résultats, ça impacte leur famille, ça impacte leur santé mentale, ça impacte leur estime d'eux-mêmes, ça impacte également leurs finances, ça impacte leurs clients. Bref, c'est un vrai désastre. Et des gens qui répandent, en fait, cette doctrine, moi, je suis pas, c'est mon ennemi, en fait. C'est mon ennemi, ces personnes-là sont mes ennemis. Et quand je parle d'ennemis, je sais pas que j'ai des problèmes avec eux, mais simplement que leur façon de communiquer, leur façon de partager justement ces points de valeur ne sont pas les mêmes que les miennes. Pendant longtemps, je travaillais dur. Pendant longtemps, je trouvais que c'était normal de travailler 99% du temps de sa vie. Maintenant, j'ai compris que le plus important, c'est de pouvoir trouver une balance et que justement, le personal branding permet de trouver cette balance. Parce que lorsque tu travailles comme un ouvrier et que tu as un mec qui prend un appel et qui prend 15 000 euros pour parler avec toi 15 minutes, tu te rends compte qu'il y a un problème quelque part. Et ce mec n'est pas forcément plus compétent que toi, c'est qu'il a compris quelque chose que tu n'as pas encore compris. Et moi, j'ai décidé d'arrêter de vendre mon temps comme un ouvrier et de simplement commencer à mettre en place une méthodologie pour pouvoir élever le monopole de perception et la façon dont mes compétences et mon expertise est perçue sur mon marché. Et dès que j'ai commencé à mettre ça en place, j'ai commencé à faire beaucoup plus d'argent, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de temps pour pouvoir profiter de mes proches. J'ai fait ma mère venir à Bali, je profite un petit peu plus, je fais du tennis, ou bref. J'essaie d'avoir une vie, je me réveille le matin, je me fais ramasser, bref. Je ne suis pas stressé par mes clients et je travaille avec eux pour leur apporter des résultats, mais pas dans une dynamique d'ouvrier, plus dans une dynamique de je connais ma valeur, ils connaissent ma valeur et ils me payent pour cette valeur. Bref, si tu veux mettre ça en place totalement gratuitement, voici le plan d'action que je te propose sur les 14 prochains jours qui te permettront justement de pouvoir mettre en place ce monopole de perception totalement gratuitement dans ta vie. Alors écoute attentivement ce que je vais te dire, parce que si tu mets ça en place, tu seras déjà prêt pour pouvoir attaquer le marché. Jour 1 jusqu'à 3. C'est les fondations, c'est la première base. Choisir un problème et une promesse claire. C'est souvent le problème, c'est qu'on ne sait pas et qu'on n'arrive pas en fait à décider précisément quel va être le problème qu'on va résoudre. Arrête d'aller dans tous les sens, arrête de parler de tout, juste définis un problème et une promesse précise. Le minimaliste, moins égale souvent plus. Et quand je parle de moins égale souvent plus, plus tu vas avoir de choix, plus on offrira une perception un peu low cost. Choisis une offre, choisis un problème et choisis une promesse précise. Écris ta phrase de monopole en une ligne. En gros, je dois réussir en une ligne à réussir à
faire rentrer ce que tu fais et ce que tu proposes. D'accord? Donc, prends le temps de pouvoir réitérer, itérer en fait des idées, mais tu dois réussir à trouver une seule phrase qui va correspondre à ton monopole en ligne. Nommer ta méthode. Il faut que tu crées une méthode. Mon ami, c'est vraiment l'élément le plus important. Crée une méthode. Crée quelque chose. Pas juste pour créer une méthode. Prends le temps. Il te faut plusieurs semaines, plusieurs jours. Prends le temps d'analyser ton marché. Analyse qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne. Et comprends comment toi tu peux implémenter une façon, une méthodologie justement de faire les choses différemment et à ta sauce. Appelle justement cette méthode avec un nom qui va être propre à toi. Vérifie que dans le marché où tu te trouves, personne n'a utilisé le même nom et utilise ça justement comme pilier de ta communication. Alors, partie numéro 2, le jour 4 à 7, la création des preuves. Maintenant que tu as ta méthodologie, tu as ton offre et tu sais précisément en fait comment tu vas attaquer ton marché, maintenant il est temps de pouvoir partir sur la partie créa. Donc c'est là effectivement où tu vas créer des avant-après concrets, donc c'est avec tes clients, parce qu'aujourd'hui, si tu m'écoutes, c'est que tu as une expertise, mais que surtout tu as déjà des clients. Donc briser cette barrière limitante et commencer effectivement à mettre en scène tes avant-après, montrer tes résultats clients, tourner une démo. Quand je parle de tourner une démo, en fait, c'est véritablement montrer une vidéo YouTube. Moi, je te suggère toujours de travailler sur YouTube. À quoi ça ressemble de travailler avec toi? Pour moi, c'est une vidéo essentielle que tu dois mettre en place dès justement la première semaine où tu veux mettre en place ton monopole. C'est avoir une vidéo démo. Dans cette vidéo, tu ne vas pas vendre. Attention. Dans cette vidéo, tu ne vas pas vendre. Tu vas expliquer comment ça se passe, effectivement, de travailler avec toi. Il faut que ton ICP, ton client idéal, arrive à se projeter les yeux fermés, se disant, OK, donc je sais précisément à quoi ça ressemble si je travaille avec lui. Ça, c'est extrêmement important. Je t'ai mis 2 minutes, mais si tu veux aller dans 15, 20, 30 minutes, peu importe, prends le temps qu'il faut. Crée une vidéo où ton client idéal arrive à justement se projeter, pas dans la solution que tu vas lui apporter, mais plutôt dans la façon en fait dont tu vas travailler avec lui. Quels sont tes livrables, comment tu vas le livrer, quels sont tes systèmes, quelles sont tes équipes, quelles sont tes valeurs, quels sont tes principes, quelles sont ta méthodologie de travail. Il faut qu'on puisse, dans cette vidéo, comprendre en fait véritablement ça ressemble à quoi. Une fois que j'ai mis ma carte et que je travaille avec toi, ça ressemble à quoi. C'est très important. Ensuite, publier 3 hooks sur le même angle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aujourd'hui, tu vas arrêter de faire des vidéos tips où tu donnes des tips sur tout et n'importe quoi, sur ta GPT, sur la productivité, sur le sport. Bref, t'arrêtes tout ça et tu te rends compte, tu te concentres sur ton message clé et tu crées 3 hooks sur des angles différents. Euh, pardon, 3 hooks sur le même angle, mais qui sont justement orientés en fait avec des thématiques différentes. Donc c'est l'idée en fait que tu vas avoir le même message, mais juste le packager en fait de façon différente. Et l'objectif également répond à une FAQ et objection. Alors l'objectif, non, je commence à être fatigué. Ça n'a rien à voir avec l'objectif. C'est simplement des jours entre le jour 4 et 5. Je te conseille de le faire sur Insta. Tu fais une FAQ et tu réponds directement aux questions et aux objections que les clients ont souvent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en travaillant avec tes clients, tu as forcément observé des problématiques qui vont te faire remonter. Quand tu vas avoir le client au début, il va souvent te dire oui, mais j'ai un peu peur de ça, j'ai un peu peur de ça, il y a ça qui me dérange. Tu dois lister tous ces éléments-là et faire des vidéos en répondant précisément à ces objections-là. Parce que le client qui va, il n'y a rien de nouveau. Un client qui t'a dit qu'il avait cette frustration-là ou qu'il avait ce problème-là, ça va être le même problème que notre client va avoir. Donc si tu peux anticiper ça et faire déjà une vidéo qui répond à cette frustration-là, eh bien tu commences déjà à bien te positionner sur ton marché. Donc comprends ton ICP, comprends ton client idéal, comprends ce qu'il a besoin et apporte-lui effectivement les réponses à ses objections et surtout à ses concerns. Concern en anglais, oh là là, je sais même pas. C'est ses préoccupations. Voilà. Concentre-toi sur ses préoccupations afin de pouvoir lui répondre en fait à ça sur Insta ou sur YouTube, comme tu le sens. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un moyen de pouvoir avoir cette possibilité de retrouver ces réponses-là. Si tu les fais qu'en story et que tu les mets pas en story à la une, eh bien ça ne sert à rien puisque du coup les potentiels nouveaux clients qui veulent travailler avec toi n'auront pas accès justement à ces insights de réponse. Alors, sur la dernière quinzaine, tu vas avoir du jour 8 du jour 8 au jour 14, tu vas avoir la répétition. C'est là où effectivement ça devient un peu, comment dirais-je, tricky, parce que c'est là où souvent en fait on se dit, en tout cas mes clients ont cette peur de se dire en fait, oui mais je suis sûr, il faut que je répète tout le temps la même chose. En fait, oui, il faut répéter tout le temps la même chose. Et là, dans cette phase, tu vas répéter ton message sous 5 formats différents. Je parle de formats, parce que ça peut être un post texte LinkedIn, puis après tu fais une vidéo YouTube, puis après tu as un carrousel que tu fais sur Instagram, puis après tu as un réel, bref.
tu dois te challenger pour, durant justement ces 8 et 14 jours, du coup, donc sur la fin du challenge, tu recordes, tu enregistres, tu écris au minimum 5 formats différents du même message. Et tu vas te rendre compte que c'est pas si difficile que ça. Tout simplement parce que créer, en fait, des formats différents sur, en fait, un message même, sur un même message clé, en fait, c'est pas difficile. C'est une question justement de pratique et justement pour moi il est important que tu commences déjà à pratiquer dès le début à faire des formats différents. Et ce qui est bien c'est que quand tu fais des formats différents, tu peux faire des thématiques différentes mais qui s'orientent toujours sur le même message et tu vas te rendre compte en fait que souvent en fait les gens ne vont même pas notifier que tu parles de la même chose. Ils vont juste te mettre dans une catégorie, tout simplement. Si tu parles tout le temps de développement personnel, ils vont te mettre dans la catégorie développement personnel. Si tu as un seul message orienté sur le développement personnel, ben, ils vont finir par associer ce message à toi. Et aujourd'hui, on l'a vu, on ne veut pas être associé à tous les messages, on veut être associé à un seul message. Et donc pour ça, il faut que tu sois répétitif. Donc, l'objectif, c'est que tu ne cherches pas à innover, que tu cherches à marteler, martèle ton audience, tellement qu'elle puisse finalement savoir précisément ce que tu fais, comment tu le fais, et aussi quelles solutions et quelles solutions tu apportes et quels problèmes tu résous. Tu dois construire un monopole de perception lisible avec une preuve, répétition et distribution. Le marché ne te doit rien, mais toi, tu te dois de devenir impossible à ignorer. Et être impossible à ignorer n'a rien à voir avec le fait de poster tous les jours. Ça a à voir avec la perception qu'on va avoir de toi lorsqu'on découvre ce que tu fais. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que surtout tu auras appris des choses. Si c'est le cas, abonne-toi à la page et on se voit